l'école, qu'est-ce qu'il y a qui soucie plus les parents que ça? Votre enfant pleure tous les matins, il a mal au ventre le dimanche soir, il traîne les pieds pour aller à l'école et chaque soir, les devoirs deviennent un cauchemar. Ses notes ne sont pas à la hauteur, il bataille. Vous avez tout essayé, encouragement, récompense, punition peut-être, accompagnement aussi. Rien ne change, votre enfant souffre et vous souffrez de le voir souffrir. Alors vous vous posez peut-être cette question que beaucoup de parents n'osent même pas formuler à voix haute. Et si mon enfant n'était tout simplement pas fait pour l'école? Alors c'est une question qui est terrifiante parce que l'école dans notre société, c'est bien plus qu'un lieu d'apprentissage. C'est la voie de la réussite pour beaucoup de parents, l'ascenseur social, le passage obligé pour un avenir. Alors quand votre enfant n'y trouve pas sa place, vous avez l'impression que c'est toute sa vie future qui est compromise. Aujourd'hui, moi, je veux vous parler d'une autre vérité. Le système scolaire français, malgré toutes ses qualités, n'est pas adapté à tous les enfants. Et c'est pas parce que votre enfant souffre à l'école qu'il ne réussira pas dans la vie. Dans cet épisode, nous allons déconstruire cette peur, comprendre pourquoi certains enfants ne s'épanouissent pas dans le système scolaire classique et surtout découvrir qu'il existe des alternatives pour que votre enfant continue à apprendre, à grandir et à développer son plein potentiel. Parce que votre mission, c'est pas de faire entrer votre enfant dans un moule qui le blesse surtout. Votre mission, c'est de l'aider à trouver son propre chemin. Bonjour et bienvenue sur ce podcast, le seul podcast qui vous aide à transformer tous les défis du quotidien, que ce soit avec vos enfants, vos partenaires, votre boulot et tous les domaines de votre vie, afin de les transformer en opportunités de connexion, d'apprentissage et d'épanouissement. Je suis Noémie de Saint-Cernin, je suis coach conférencière, formatrice, auteure best-seller de plusieurs livres, mariée et maman de 3 enfants. Le système scolaire, il n'a pas été conçu pour s'adapter aux enfants. Non. C'est une vérité qui est très inconfortable de se dire que le système scolaire français n'a pas été pensé pour s'adapter à la diversité des enfants. Il a été conçu au XIXe siècle pour former des citoyens disciplinés, capables de rester assis et d'obéir à des instructions. Oui, vous avez bien entendu, et c'est la triste réalité. Aujourd'hui encore, l'école fonctionne sur un modèle très rigide. Des classes par âge, un enseignement magistral et frontal, de longues périodes à rester immobile, un système de notation et de classement, peu de place pour le mouvement, la créativité ou l'apprentissage par le jeu. Et ce modèle, il fonctionne très bien pour certains enfants, mais pour d'autres, c'est une torture quotidienne. Alors certains enfants sont évidemment plus vulnérables dans ce système. Par exemple, les enfants à haut potentiel qui s'ennuient à mourir parce qu'ils comprennent en 2 secondes ce que l'enseignant explique pendant 30 minutes. Leur hypersensibilité aussi les rend ultra réceptifs aux injustices qu'ils observent en classe, ce qui peut créer une souffrance particulièrement intense. Les enfants avec un TDAH, TDA ou TDAH, qui ne peuvent pas rester assis pendant des heures et qui apprennent en bougeant. Pour eux, l'école traditionnelle, c'est une prison. Ils se font constamment réprimander pour leurs besoins naturels de mouvement, ce qui détruit leur estime d'eux-mêmes. Il y a aussi les enfants dyslexiques, dyspraxiques, ou tous les 10, tous ces troubles de l'apprentissage pour qui le système standard est inadapté. Malgré les PAP et les aménagements, ces enfants accumulent souvent les échecs et perdent confiance en eux et en leurs capacités, alors que bien sûr, ils en ont. Il y a aussi les enfants hypersensibles qui absorbent toutes les tensions de la classe comme des éponges. Le bruit, l'agitation, les conflits entre élèves, les remarques des enseignants, même quand elles ne sont pas dirigées contre elles, ça les épuise mentalement. Et c'est un épuisement qui n'est pas tellement visible. Ce sont des enfants qui sont très kinesthésiques et qui ont besoin d'apprendre par l'expérimentation, la manipulation, le mouvement. Et pour eux, rester assis à écouter quelqu'un parler pendant des heures, ça n'a aucun sens. Alors bien sûr, tous ces signaux de souffrance scolaire ne sont pas à ignorer.
Comment savoir vraiment si votre enfant souffre ou qu'il traverse juste une phase difficile? Alors, je vais vous lister quelques signaux d'alerte, comme les maux de ventre récurrents le matin au moment de partir à l'école, les troubles du sommeil, surtout le dimanche soir, les crises de larmes ou d'angoisse à l'approche de l'école, le refus catégorique d'aller en classe, les comportements régressifs comme l'énurésie, la perte d'appétit, l'isolement social, la perte totale de leur curiosité naturelle et du plaisir d'apprendre. Alors quand ces symptômes persistent pendant plusieurs semaines, c'est plus du caprice, hein, c'est de la souffrance réelle, même si pour moi le caprice n'existe pas. Et dans certains cas, on parle même de phobie scolaire, un trouble anxieux qui peut avoir des conséquences graves sur la santé mentale d'un enfant. Alors cette situation, elle crée une double pression qui est terrible. Sur l'enfant d'abord, qui se sent nul, inadapté, différent des autres aussi, il voit bien que ses copains y arrivent, eux. Alors il intériorise l'idée qu'il y a quelque chose en fait qui ne va pas chez lui. Et bien évidemment, c'est toute son estime de soi qui s'effondre. Mais il y a aussi sur les parents, parce que dans notre société, la réussite scolaire de nos enfants, c'est devenu le baromètre de notre compétence parentale. Voilà, si votre enfant ne va pas bien à l'école, eh bien vous avez l'impression d'avoir échoué. Et la pression sociale, elle est énorme. La famille, les amis, tout le monde vous demande comment ça va à l'école. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on demande à un enfant, hein. C'est ce qu'il veut faire plus tard, comme s'il pouvait le savoir. Et aussi, comment ça se passe? Est-ce qu'il travaille bien à l'école? On ne lui demande pas comment ça se passe à l'école. Ça serait beaucoup plus intéressant comme question. Non, on lui demande, est-ce que tu travailles bien à l'école? Alors tout ça, ça fait culpabiliser les parents. On se demande parfois, est-ce que c'est nous qui avons fait quelque chose qui ne va pas? Et on s'acharne à vouloir faire entrer notre enfant dans un système qui en fait peut le détruire. Parce qu'on a peur pour son avenir. C'est ça qui se cache derrière. Mais alors pourquoi l'école ne part pas à tous les enfants? En fait, il n'existe pas une intelligence, mais des intelligences. En 1983, le psychologue Howard Gardner a révolutionné notre compréhension de l'intelligence en démontrant qu'il n'existe pas une seule forme d'intelligence, mais au moins 8 formes différentes. Et devinez quoi? L'école n'en valorise que 2. Alors voici les 8 intelligences identifiées par Gardner et qu'on va voir une à une. Tout d'abord, il y a l'intelligence linguistique. C'est la capacité à manipuler les mots, à jouer avec le langage, à s'exprimer facilement à l'oral comme à l'écrit. Et les enfants qui ont cette intelligence adorent lire, écrire, raconter des histoires, apprendre des langues. Il y a aussi l'intelligence logico-mathématique. C'est facile, hein, vous l'avez un peu compris, tout est dans son titre. C'est la capacité à raisonner, à calculer, à analyser des problèmes de manière logique. Ces enfants aiment résoudre des énigmes, comprendre comment les choses fonctionnent, manipuler des concepts abstraits. Ce sont ces 2 intelligences-là que l'école valorise presque exclusivement. Tout le système est construit autour d'elle. Rester assis, écouter un professeur parler, lire des manuels, écrire des rédactions, résoudre des problèmes mathématiques, passer des contrôles écrits. Si votre enfant a naturellement ces 2 intelligences dominantes, il va briller à l'école, mais s'il en a d'autres, c'est une autre affaire. Alors, il y a 6 autres formes d'intelligence ignorées par l'école, en tout cas pas valorisées, parce que l'école ne valorise que ce qu'elle enseigne. Il y a l'intelligence kinesthésique, c'est la capacité à utiliser son corps avec précision, à apprendre en bougeant, en touchant, en manipulant. Ces enfants ont besoin de faire pour comprendre. Ils sont doués en sport, en danse, en artisanat, en chirurgie, plus tard peut-être aussi. Mais à l'école, on leur demande de rester assis 6 heures par jour. Et quand ils bougent, on les punit, on les dit turbulents, agités, incapables de se concentrer, alors qu'en réalité, c'est leur façon à eux d'apprendre. Il y a aussi l'intelligence spatiale. C'est la capacité pour un être humain à se représenter des objets en 3 dimensions, à visualiser, à dessiner, à créer des images mentales. Ces enfants pensent en images. Ils sont brillants en dessin, souvent en architecture, en géométrie spatiale, en jeux vidéo aussi. Mais combien d'heures par semaine l'école consacre-t-elle au dessin, à la création visuelle, à la manipulation d'objets dans l'espace? Presque rien. Pourtant, ces enfants pourraient devenir des architectes, des designers, des ingénieurs géniaux. Sauf que on va leur demander en plus d'être bons en maths, d'être bons en autre chose, et on va briser des carrières qui pourraient être formidables. Il y a aussi l'intelligence musicale. C'est la capacité à percevoir les rythmes, les mélodies, les harmonies. Tous les grands virtuoses en sont dotés.
Ces enfants ont une sensibilité incroyable au son. Ils apprennent mieux quand il y a de la musique. Ils se souviennent de tout sous forme de chansons aussi. Mais l'école réduit la musique à 1 heure par semaine, si elle n'a pas été supprimée, pour faire plus de français ou plus de maths. Il y a l'intelligence interpersonnelle, et celle-ci, elle est fondamentale aussi. Il n'y en a pas une qui est mieux que les autres, d'ailleurs, dans ce que je vous dis. Tout est important, sinon quel serait notre monde s'il n'y avait que des littéraires et des mathématiques? Ce serait un petit peu triste, un monde sans musique, sans art, sans rien de tout ça. Et l'intelligence interpersonnelle, c'est la capacité à comprendre les autres, à détecter les émotions, à créer du lien, à coopérer. Ces enfants sont des leaders naturels, des médiateurs, des psys en herbe. Ils pourraient devenir d'incroyables managers, thérapeutes ou négociateurs. Mais à l'école, on leur dit « Chut, arrête de bavarder, on ne travaille pas en groupe, chacun sur sa feuille » et on réprime leurs talents, surtout quand à ce talent-là, on ajoute des compétences qu'ils n'ont peut-être pas, comme encore une fois, ce qu'enseigne l'école. Il y a également l'intelligence naturaliste. C'est la capacité à observer la nature, à classifier, à comprendre le monde du vivant. Et ces enfants sont des Darwin en puissance. Ils pourraient devenir biologistes, vétérinaires, botanistes et bien d'autres choses encore. Mais combien de temps passent-ils dehors à observer? Presque rien du tout là. On les enferme dans des salles de classe toute la journée et surtout on leur demande en plus de ces capacités innées, d'être bon en sciences de la nature, en sciences, en chimie et en autres matières que valorise l'école. Résultat, des enfants brillants qui finissent par se croire nuls. Ça, c'est le drame de nos sociétés. Votre enfant a peut-être une intelligence spatiale exceptionnelle, il pourrait devenir un architecte ou un ingénieur génial, mais parce qu'il ne brille pas en dictée et en table de multiplication, il se croit nul. Votre enfant a peut-être une intelligence kinesthésique incroyable. Il pourrait devenir chirurgien ou champion sportif, mais parce qu'il ne peut pas rester assis sans bouger, on le fait passer pour un élève à problème. Votre enfant a peut-être une intelligence interpersonnelle hors du commun. Ça pourrait être un leader inspirant ou un thérapeute extraordinaire, mais parce qu'à l'école on punit la collaboration, il accumule les remarques sur son bulletin. Le système actuel ne valorise que 2 intelligences sur 8. Vous voyez un petit peu toute la masse d'enfants qui est exclue du système? Ça veut dire que drastiquement, 75% des enfants vont à l'école en ayant leurs talents principaux ignorés ou même réprimés. Alors oui, votre enfant n'est peut-être pas fait pour l'école, pas parce qu'il est moins intelligent, mais parce que l'école n'est pas faite pour son type à lui d'intelligence. Ce que vous pouvez faire dès maintenant, vous ne pouvez peut-être pas changer le système scolaire. Non, malheureusement, vous ne pouvez pas. Mais vous pouvez changer le regard que vous portez sur votre enfant. Alors bien sûr, certains parents ont la chance de pouvoir mettre leurs enfants dans des écoles différentes, des écoles alternatives. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde parce que souvent elles ont un coût et puis elles ne sont pas très nombreuses, donc vous pouvez ne pas en avoir même avec les moyens près de chez vous. Mais ce que vous pouvez faire, c'est d'identifier les intelligences dominantes de votre enfant. Maintenant que je vous les ai données, il y a forcément des choses où vous dites « Ah oui, c'est vrai que ça, il est très fort en ça ». Observez-le. Dans quelle activité est-ce qu'il brille naturellement? Je parle d'activité, pas de matière scolaire, bien sûr. Quand il a du temps libre, vers quoi se tourne-t-il spontanément? C'est là que se trouve son génie. Sa zone de génie est précisément ici. Et vous pouvez valoriser ces intelligences autant, voire plus, que les résultats scolaires. Et pourquoi pas? Si votre enfant a une intelligence kinesthésique, inscrivez-le à un sport ou un atelier manuel et célébrez ses réussites dans ce domaine comme vous célébreriez un 20 sur 20 en maths. Si votre enfant a une intelligence spatiale, offrez-lui du matériel de dessin, des Lego, des jeux de construction. Dites-lui, tu as un talent incroyable pour ça. C'est tout aussi important que de savoir faire une analyse de texte en fait. Aidez-le à utiliser ses intelligences fortes pour compenser ses intelligences faibles. Par exemple, un enfant à dominante kinesthésique peut apprendre ses tables de multiplication en sautant à la corde ou en tapant dans ses mains. Un enfant à dominante musicale peut transformer ses leçons en chansons. Et je vous assure que ça marche très très bien. Et rappelez-lui régulièrement qu'il n'est pas nul. Quand un enfant vous dit qu'il est nul, vous pouvez dire « tu n'as pas encore réussi ». Ce n'est pas que tu es nul, c'est que tu n'as pas encore réussi. Et dites-lui aussi que l'école mesure seulement ces 2 types d'intelligence. Mais toi, tu en as d'autres, elles sont tout aussi précieuses et c'est ça qui va faire de toi quelqu'un
d'exceptionnel. On aurait tous eu besoin d'entendre ça. Et surtout, rappelez-vous, Einstein avait une intelligence logico-mathématique et spatiale extraordinaire, mais il détestait l'école. Mozart avait une intelligence musicale hors norme, mais il n'aurait jamais brillé dans le système scolaire actuel. Et que dire de Léonard de Vinci, qui avait un mélange d'intelligence multiple et qui n'aurait jamais survécu à 6 heures de cours magistraux par jour. Les génies ne sont pas tous des premiers de la classe, parfois ce sont ceux qui ne rentrent pas dans le moule. Alors comment aider votre enfant à survivre dans le système en attendant? Si vous ne pouvez pas changer le cadre immédiatement, je sais que beaucoup d'entre vous ne peuvent pas changer d'école ou faire l'IEF pour des raisons financières, géographiques ou organisationnelles, alors comment aider votre enfant à tenir? Eh bien, arrêtez de lui mettre la pression sur ses notes. Votre enfant souffre déjà à l'école. Si en plus il rentre à la maison et qu'on lui parle de ses mauvaises notes, qu'on le punit, qu'on lui retire ses activités, eh bien, vous ajoutez de la souffrance à la souffrance. Lâchez prise sur les résultats scolaires. Oui, je sais, c'est contre-intuitif et peut-être que même vous vous dites que je suis un peu folle. Mais un enfant en souffrance, ça a besoin de savoir qu'il est aimé et soutenu inconditionnellement, pas à condition d'avoir des bonnes notes. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il ne fasse plus rien parce qu'il n'est pas assez bon, non. Enseigner la persévérance à un enfant et valoriser ses petits pas, c'est plus important. Je vous donne un exemple, si votre enfant a 8 en maths, s'il arrive à avoir 9, il faut en faire une fête. Dire c'est génial parce que votre enfant progresse. Et donc valoriser le sens de l'effort, le fait de le faire quand même. Dire oui, c'est pas ta zone de génie ici. C'est pas là où tu es le plus à l'aise, mais tu peux apprendre. Et on peut tous apprendre. Alors bien sûr, il n'aura peut-être jamais 20 sur 20, ni 19, ni 17. Mais s'il plafonne à 10, 11, 12, eh bien c'est déjà pas si mal pour un enfant dont ce n'est pas une facilité. Dites-lui, tu vaux bien plus que tes notes. Ça, c'est très important. L'école, c'est juste un endroit où tu passes tes journées. Ça ne définit pas ni qui tu es, ni ce que tu deviendras. Vous pouvez aussi valoriser ses forces et ses passions en dehors de l'école. Et ça, c'est important. Certains enfants sont très bons dans quelque chose à l'extérieur de l'école et ça vient nourrir chez eux de la confiance et de l'estime. Voilà, il est nul en orthographe, mais peut-être qu'il est génial en dessin, en foot, en mécanique, en cuisine, en jeux vidéo ou que sais-je. Nourrissez ce qui le fait vibrer, donnez-lui des occasions de briller ailleurs, parce qu'un enfant qui se sent compétent dans au moins un domaine a une meilleure estime globale de lui-même. Et cette confiance acquise ailleurs, elle peut même rejaillir sur sa capacité à mieux gérer l'école. Quand l'école est un enfer, la maison doit être un refuge. Créer des moments de connexion sans parler d'école. Je sais que les parents parlent beaucoup de l'école à leurs enfants. Et d'ailleurs, à l'adolescence, ils n'en peuvent plus. Arrêtez de lui parler de l'école, de ses notes et de tout ça. Jouer ensemble, cuisiner, se promener, regarder un film, rire. Votre enfant a besoin de savoir qu'il y a un endroit où il peut respirer, où il n'est pas jugé, où il est juste aimé pour ce qu'il est. Et n'hésitez pas surtout à consulter quelqu'un, un spécialiste dans les difficultés scolaires quand vraiment votre enfant a des troubles, ne veut plus aller à l'école ou fait un blocage total dans une matière ou même dans plusieurs. Certains enfants ont besoin d'un espace où parler de ce qu'ils vivent, ou être entendus, ou apprendre des stratégies pour mieux gérer leur anxiété, etc. Rapprochez-vous aussi d'associations comme Phobie scolaire ou de groupes de parents qui vivent la même chose, parce que vous êtes rarement seul à vivre les mêmes situations. Et parfois, juste savoir que d'autres vivent la même chose et s'en sortent, eh bien ça soulage énormément. Si vous voyez que malgré tout cela, votre enfant continue à se dégrader psychologiquement, il faudra peut-être avoir le courage de chercher une autre solution. C'est pas abandonner, c'est protéger. Et le message essentiel aussi que je voudrais dire, c'est qu'on valorise beaucoup le baccalauréat, les études qu'on juge prestigieuses, mais en fait, il vaut mieux un bon pâtissier, un bon CAP de pâtissier, qu'un diplôme qui ne lui servira à rien et ne le rendra pas heureux. N'essayez pas de réaliser vos rêves ou vos projections à travers votre enfant. Essayez de faire en sorte qu'il trouve quelque chose qu'il aime. Essayez d'encourager plutôt ce qu'il aime, de valoriser ce qu'il aime plutôt que les études.
Si votre enfant ne réussit pas à l'école, c'est pas parce qu'il est nul, qu'il est paresseux ou inadapté, c'est peut-être tout simplement que le cadre scolaire actuel ne correspond pas à sa façon d'apprendre, à son rythme, à sa sensibilité et à ses besoins. Et ça, ce n'est pas grave. Ça ne prédit rien de son avenir, rien du tout. Certains des esprits les plus brillants de notre époque ont détesté l'école. Einstein, comme je vous l'ai dit, mais aussi Bill Gates, Steve Jobs, qui n'a jamais eu l'équivalent du baccalauréat, Richard Branson, pardon. Ils n'ont pas réussi grâce à l'école, ils ont réussi malgré l'école ou en trouvant d'autres chemins. Et votre mission, c'est pas de forcer votre enfant à entrer dans un moule qui le blesse. Et bien sûr que votre enfant ne va pas devenir peut-être le nouveau Steve Jobs, mais ça, c'est pas grave. Votre mission, c'est de préserver sa santé mentale, sa confiance en lui et son plaisir d'apprendre. C'est de l'aider à trouver le cadre dans lequel il pourra s'épanouir et développer son potentiel. Peut-être que ce sera à l'école, avec des aménagements, avec tout l'amour et l'accompagnement que vous y aurez mis. Peut-être que ça sera dans une école alternative, peut-être que ce sera en instruction en famille, peut-être que ce sera un mix de tout ça. Peut-être que ce sera surtout en dehors de l'école, dans ses activités. Il n'y a pas une seule bonne solution, il y a la solution qui convient à votre enfant, dans votre contexte familial à vous. Donc faites-vous confiance, vous connaissez votre enfant mieux que personne. Vous savez quand il souffre vraiment, vous savez ce dont il a besoin. Et rappelez-vous une chose, un enfant heureux, en confiance, curieux, qui croit en lui, eh bien cet enfant-là, je vous le garantis, il trouvera toujours son chemin dans la vie, avec ou sans l'école, avec ou sans diplôme. Et pour terminer, je voudrais vous raconter une histoire. J'ai entendu un jour une interview de Christophe Michalak, le pâtissier qui a été champion du monde de pâtisserie, qui voyage dans le monde entier, qui a des boutiques de pâtisserie un peu partout en France et même dans le monde, et qui un jour racontait que quand il était petit, il avait un copain, et avec ce copain, on allait l'un chez l'autre, et un jour il s'est retrouvé à goûter chez son copain, et la maman a servi le goûter, et puis a dit à son fils devant lui, écoute, si tu veux pas finir en CAP de pâtisserie comme ton copain, je te conseille d'aller faire tes devoirs et de t'impliquer dans ta scolarité. Et évidemment, vous imaginez le petit Christophe qui entend ça, je ne sais pas quel âge il a à ce moment-là, il est en apprentissage, donc je suppose qu'il a entre 14 et 16 ans. Et en vérité, cette dame, elle lui envoie un message, c'est genre, lui, il a raté sa vie, quoi. En tout cas, sa vie scolaire. Et en fait, quand on voit, et c'est ce que dit la conclusion de cette anecdote-là, c'est ce qu'il dit qu'en fait, aujourd'hui, son copain, je ne sais pas ce qu'il est devenu, peut-être qu'il est ingénieur, est-ce qu'il est heureux, enfermé dans un bureau H24, mais en tout cas, lui, il est devenu champion du monde de pâtisserie, il a une aura, il a fait le tour du monde, il a rencontré des chefs d'État, des personnes influentes, il vit confortablement, donc qui a réussi? Voyez, 2 chemins, 2 histoires, 2 résultats. Alors si cet épisode a fait écho en vous, partagez-le. Ça c'est important à un parent qui en aurait besoin. Et je pense que tous les parents en ont besoin. Parce que trop de familles souffrent en silence, persuadées qu'elles sont les seules à vivre ça et qui voient ça de manière très négative. Alors prenez soin de vous, prenez soin de votre enfant et n'oubliez jamais, l'école n'est qu'un chemin parmi d'autres. Ce n'est pas une finalité. Et à très bientôt pour un prochain épisode. Vous avez aimé ce podcast? Retrouvez-moi sur mes réseaux, Noémie de Saint-Cernin, sur YouTube et Instagram en vidéo, sur mon site internet pour des articles ou pour aller encore plus loin et suivre mes accompagnements. Des milliers de parents ont testé mes méthodes, pourquoi pas vous? Et n'oubliez pas de laisser un avis 5 étoiles pour m'aider à diffuser mes graines de conscience et de bienveillance auprès de tous les parents.